je vous propose qu'on commence, puisqu'il est déjà 12h03. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Grégoire Even. Je suis le cofondateur d'Up Together. Vraiment hyper content de vous accueillir. Je pense que la majorité d'entre vous connaissez Perle, qui, quant à elle, s'occupe de l'animation de la communauté. Coupez vos micros parce qu'il y a des petits sons parasites. Donc super heureux de vous accueillir pour cette nouvelle masterclass, la seconde de la rentrée. Je vous rappelle ces masterclass, comment on les conçoit. Vous faites tous des ateliers d'intelligence collective. Dans ces ateliers, il y a des sujets qui remontent tous les mois. On a maintenant plus de 300 sujets qui remontent tous les mois. Alors on peut pas tous les traiter en atelier, mais en mois, on les conserve dans une base de données. Et au vu des sujets les plus remontés, on va chercher des speakers de haut niveau qu'on appelle nos mentors, qui sont des spécialistes du sujet abordé, pour partager avec l'ensemble de la communauté sur une problématique précise. Le mois dernier, on a échangé autour de la gestion du stress et d'une neuroscientifique, Anne-Laure Nouvion. Il y avait plus d'une centaine de managers qui étaient présents, donc gros sujet. Et l'autre gros sujet qui a vraiment popé post-Covid, qui est vraiment ressorti dans énormément d'ateliers, c'était la gestion du conflit. La gestion du conflit, la gestion du conflit, elle n'est pas forcément entre vous, manager, et quelqu'un de votre équipe, c'est aussi des conflits au sein de votre équipe, des conflits avec d'autres managers de l'entreprise, avec d'autres salariés de l'entreprise. Donc voilà, donc c'est le conflit au sens large. Et quand on cherchait des speakers, on a eu la chance de nous recommander Gilles. Salut Gilles, tu nous entends bien? Salut, ouais. Alors Gilles Jurine, qui accompagne les entreprises et spécifiquement les managers dans la gestion de ces conflits. Et Gilles, avant de faire ça, il a eu une autre vie, puisqu'il était pilote de chasse, où justement il gérait des conflits, mais pas sur le terrain de l'entreprise, mais sur d'autres zones dont il va nous parler aujourd'hui. Et justement, moi, quand Gilles, on a préparé cette masterclass, ce que j'ai adoré, c'est qu'il m'a dit la gestion d'un conflit, c'est comment on rétablit le vivre ensemble et le bien travailler ensemble. Et en fait, aujourd'hui, avant que je lui passe la parole et tu vas nous expliquer tout ça, Gilles, c'est aussi qu'on identifie en fait c'est quoi un conflit quand on est manager, et comment surtout on le résout et on avance pour mieux travailler ensemble et résoudre ce vivre ensemble qui, nous, comme vous le savez, est un peu notre leitmotiv chez Up Together. Donc, avant de passer la parole à Gilles, je vous rappelle, c'est une masterclass interactive, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Gilles a l'habitude de faire des interventions avec beaucoup de monde, donc il prendra les questions au pied levé, ou je ne sais pas comment, Gilles, tu veux faire ça. Oui. Vous pourrez aussi débloquer vos micros si nécessaire. Et voilà, donc je vous souhaite à tous une très bonne masterclass. Et Gilles, je te laisse la parole pour te présenter, puis commencer à partager tes enseignements à toute la communauté Up Together. Ok, merci Grégoire. Donc tu m'as bien présenté, c'est cool. Je viens de l'armée de l'air, dans laquelle j'avais deux fonctions. Mon premier job, c'était pilote de chasse, c'était mon rêve de gamin. J'ai travaillé dans les forces nucléaires de notre superbe pays. L'idée était simple, c'est d'éviter d'entrer en conflit avec les Russes. Et donc, la stratégie de dissuasion, c'est une stratégie de base, même centrale, pour ce qui est de notre défense, la défense de notre pays. Pour le moment, semble très bien fonctionner. C'est un milieu très particulier. Imaginez un endroit où il n'y aurait que des poètes et des gens non procéduriers. Je peux vous garantir que vous ne les trouverez pas à Luxeuil-les-Bains, ces gens-là. Mais c'est également un milieu où on réfléchit beaucoup à l'accompagnement psychologique des individus, notamment des jeunes pilotes. Comment on peut faire en sorte qu'un individu qui a en gros rien demandé, soit en capacité d'exécuter un ordre comme ce type d'ordre-là. J'ai mené une carrière d'une quinzaine d'années dans l'armée. J'ai terminé dans une entité qui s'appelle le CERPAIR. Ça s'écrit CERPAIR. Ça veut dire Centre d'études et de recherche psychologique de l'armée de l'air. L'idée de cette entité, c'est d'améliorer le process de recrutement et le process de formation initiale et continue de tous les officiers de l'armée de l'air sur des thématiques comme la gestion de projet, la gestion du stress, et puis aussi la prise de décision, et puis pourquoi pas la gestion des conflits. Et c'est en gros souché là-dessus que je vais vous présenter rapidement quelques éléments qui vont potentiellement vous aider à comprendre le cas échéant, ce qu'est un conflit, et puis surtout comment on peut efficacement
le résoudre. Alors, ouais. On va commencer par ça. La définition d'un conflit, et puis, comme je viens de vous le dire, la méthode de gestion. Alors, souvent, quand je pose cette question-là, qu'est-ce qu'un conflit? Les réponses que j'obtiens sont du style c'est une opposition, c'est une confrontation, c'est une agression, le ton monte, etc. Et ces réponses courantes m'interpellent puisqu'elles ne parlent pas de la définition du conflit, mais de la conséquence du conflit. Donc, si j'ouvre un dico de psychologie au terme conflit, on va trouver radicalement autre chose. Et ce qu'on va trouver, à mon sens, c'est extrêmement intéressant, puisque la définition officielle, on va dire, du conflit, c'est ça. Je suis en conflit avec quelqu'un, une entité, un État. Entre États, c'est pareil qu'entre individus, hein, quand il y a rupture du contrat qui me lie à l'autre. Je peux dire que je suis en conflit à partir du moment, même je vais aller un peu plus loin dans cette définition, à partir du moment où j'ai détecté la rupture du contrat qui me lie à l'autre. Pourquoi je dis détecter? Parce qu'on peut être en conflit et ne pas le savoir. Imaginons, je ne sais pas, mon épouse me trompe, je ne me le souhaite pas, mais bon, imaginons. Tant que je ne le sais pas, je ne peux pas dire que je suis en conflit avec elle. À partir du moment où j'ai détecté qu'il y a rupture du contrat, eh ben, je peux officiellement annoncer que je suis en conflit. Ça ne présage pas du mode de traitement. On est bien d'accord qu'il va y avoir une différence entre le conflit et le mode de traitement du conflit. À chaque fois que je suis en conflit, professionnel, personnel, etc., la question qui me vient immédiatement, c'est où est le contrat qui me lie à l'autre? Donc, si on lit Rousseau, on va voir que notre vie est essentiellement contractualisée. Il parle du contrat social, mais on peut parler de contrat de travail, de contrat commercial, comme je l'ai écrit là. Par exemple, quand j'écris en bas d'une facture règlement sous 15 jours, on voit bien que j'écris un contrat commercial avec la personne à qui j'envoie cette facture. Alors bien sûr, les contrats peuvent être, comme je l'ai écrit ici, tacites, explicites ou les deux. La différence évidente entre un contrat tacite et un contrat explicite, c'est qu'un contrat tacite, c'est ce qu'on appellera un gentleman agreement. C'est-à-dire on se tape sur la main et on se dit « Ok, j'ai confiance en toi ». C'est typiquement le genre de contrat que j'ai passé avec Grégoire. On est sur du gentleman agreement. Okay. Parce qu'on partage les mêmes valeurs et puis parce que les enjeux sont extrêmement limités. Dans certaines situations, il vaut mieux passer des contrats explicites, c'est-à-dire des choses écrites. Parfois, nos contrats sont un petit peu des deux, et même l'immense majorité du temps. Alors là, ce que je vous dis vous paraît une évidence, mais si je m'adressais à des anglo-saxons, ils feraient immédiatement un bond. Parce que pour un anglo-saxon, un contrat tacite est une aberration absolue. Tous les contrats passés par des anglo-saxons sont des contrats explicites. C'est culturel, c'est philosophique, essentiellement lié à ce qu'on appelle l'utilitarisme. J'ai travaillé avec l'armée américaine. Aucun contrat n'est tacite. Tout, absolument tout est écrit. Alors, on pourrait se dire que c'est souhaitable, que c'est plus sécure. Je pense, mais je suis un latin, exactement le contraire. Je pense qu'il faut dans nos relations un petit peu de tacite, c'est-à-dire un petit peu d'huile dans les rouages, un petit peu de confiance, un petit peu de souplesse. Sur la 5e avenue à New York, il y a un panneau gigantesque où il est écrit « Don't even think of parking here ». C'est-à-dire ne pensez même pas à vous garer là. Et on voit très bien que dans leur culture, la moindre sortie du contrat va engager un conflit immédiat. Hein, ce qui est un peu moins le cas dans nos cultures latines. J'espère que pour longtemps, on restera encore dans cette culture du tacite avec une vigilance sur l'explicite. Mais on comprend déjà en première lecture que ça va être plus compliqué à résoudre des conflits dont les contrats de base sont tacites que des conflits dont les contrats de base sont explicites. Alors on peut rajouter autre chose aussi à cette définition, c'est la rupture elle peut être choisie, c'est-à-dire c'est moi qui initie le conflit. Et à ce titre, la définition m'intéresse beaucoup plus que confrontation, etc. parce que je peux décider, sans présager du mode de traitement, d'entrer en conflit avec quelqu'un. Je peux décider de rompre le contrat qui me lie à l'autre. Mais je peux également subir la rupture du contrat qui me lie à l'autre. Okay.
Enfin, la rupture du contrat peut être réelle ou visible. Là, on va parler de droit, hein, auquel cas on parlera de dommage manifeste, ou perçu ou caché, auquel cas il y a simplement supposition de dommage. Donc on voit à partir de cette simple définition que le conflit est quelque chose d'à la fois plus complet que la simple définition que j'entends souvent, hein, opposition, etc. Et en même temps beaucoup plus sécurisant parce qu'il y a la notion de contrat, et puis il y a aussi ce qui se termine ici, contrat qui me lie à l'autre, il y a pour moi la notion d'espoir. Parce que chaque gestion de conflit doit viser à la reconstruction d'un lien. Exemple, imaginons que mon épouse me trompe. La reconstruction du lien, ça peut être de se séparer correctement. C'est une façon de vivre ensemble à nouveau, en étant séparés, par exemple. La reconstruction du lien, ça peut être de recontinuer à vivre ensemble, c'est-à-dire de repasser un contrat de vivre ensemble. Mais ça peut être de passer le contrat de ne plus vivre ensemble. Donc quand je dis me lier à l'autre, c'est vraiment un dénominateur de la gestion de conflit. Aujourd'hui, par exemple, on est en conflit avec Daesh. L'idée, c'est de les ramener dans la communauté humaine. Donc de reconstruire le lien qui nous lie tous finalement, cette communauté d'humains. Alors c'est clair que par la méthode, comment on va gérer? On va probablement passer par la coercition, qui est une méthode de gestion de conflit. On a tenté probablement la négociation. Mais la coercition, ce n'est pas le conflit, c'est la méthode de gestion de conflit. Donc tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas confondre conflit et méthode de gestion de conflit. C'est des choses complètement différentes et qui souvent sont confondus et donc amènent à des prises de position de principe qui sont, je pense, extrêmement dommageables. Alors, normalement, un avocat est largement au courant de ça. Hein, et c'est d'ailleurs tout son travail, les avocats, les juges. Mais dans l'entreprise, on ne va pas faire systématiquement appel à un avocat ou un juge. Et donc, vous, en tant que manager, vous êtes dans cette posture-là, déjà de prendre un tout petit peu de recul et de vous dire où est le contrat. Est-ce qu'il est tacite? Est-ce qu'il est explicite? Est-ce qu'on a été clair sur ce contrat-là? En clair, si on y réfléchit bien, on voit bien que il n'y a pas dans un conflit un méchant et un gentil. Hein. On est partie prenante, on est liés les uns aux autres dans le conflit, ne serait-ce que dans la façon dont on a passé le contrat. Et une fois qu'on a défini où est la rupture dans le contrat, comment on va gérer? Alors maintenant qu'on a cette définition, on peut très bien imaginer de structurer. Ah oui, ça zoome, je suis con. Là, vous avez affaire à un gars qui n'est pas de la génération Y, comme on dit. Hein. Donc, changer de page, j'ai compris que ce n'était pas sur plus-moins. Voilà, c'est là-dessus. OK. Donc, comme je viens de vous le dire, si moi ou l'autre, on peut être initiateur du conflit, nous sommes dans un monde complexe et résoudre un conflit suppose une analyse de fond. J'ai ici noté deux personnages que j'adore parce qu'ils, je pense, regroupent pas mal de pathologies à eux seuls. Par exemple, l'individu en bas à gauche là, qui s'appelle, pour les plus anciens, parce que c'est de ma génération tout ça, Calimero. Donc lui, à chaque fois qu'il est en situation de conflit, sa phrase type c'est « c'est trop injuste ». Ça veut dire que c'est jamais de son fait. Okay. Or, je prétends fortement qu'on n'est jamais blanc-bleu dans une situation de conflit. On ne peut pas dire qu'il y a un gentil et un méchant. Je reprends l'exemple de Daesh. C'est vraiment un conflit très intéressant. La scission, la construction de la Syrie, c'est un fait qui relève essentiellement de notre responsabilité, nous, la France. Donc, si on en est là, c'est vraiment toute une suite historique qui a abouti à cet événement, à la construction de ce type d'entité-là. Donc, en particulier la France et l'Angleterre, on n'est vraiment pas blanc-bleu dans la constitution du Moyen-Orient. Donc, dire c'est trop injuste, c'est trop facile. Ce qui est également trop facile, c'est de vivre dans le monde de oui-oui. Un monde absolument sympa. Si vous regardez un épisode, vous allez vous rendre compte qu'au-delà du fait qu'on a du mal à distinguer le sexe de oui-oui, savoir si c'est un mâle ou une femelle, il vit dans un monde où finalement même les méchants sont gentils. Or, je ne suis pas dupe au point de penser que tout le monde est bienveillant. Hein. Ce n'est pas ça mon propos. Hein. Je ne suis pas un illuminé éclairé me disant on peut tout résoudre par la communication non violente, par exemple. C'est voilà un terme
qui m'interpelle assez souvent parce que pour avoir étudié le sujet, la communication non violente, ça marche qu'avec des gens non violents. Donc c'est un postulat quand même assez intéressant. Vous ne pourrez pas faire de la communication non violente avec des gens malveillants. Avec les gens de chez Daesh, par exemple, c'est pas possible. Hein, on n'y arrivera pas. Même avec Trump, je pense que ça ne marchera pas. Hein. Je ne pense pas que ce soit fondamentalement la stratégie la plus adaptée avec des individus qui ont une perception de l'autre plutôt basée sur l'affrontement que la coopération. Donc la CNV, comme on dit, qu'appliquerait oui, oui, je pense, est extrêmement sympathique, extrêmement fonctionnelle, à condition qu'on ait en face de soi des gens qui soient réceptifs à ça. Alors, plusieurs questions se posent à ce stade. Est-ce qu'on peut tout contractualiser? Ma perception de la rupture est-elle juste? Peut-on tout contractualiser? Comme je vous l'ai dit, les anglo-saxons me répondront d'emblée, évidemment. Pour avoir travaillé avec l'armée américaine, je peux vous garantir que eux sont dans cette logique de la contractualisation systématique de tout. Ce qui donne des contrats de coopération, par exemple, entre l'armée américaine et l'armée française, mais extrêmement complexes à lire, puisqu'ils ont prévu tous les possibles. Moi, je considère que c'est une aberration de tenter de tout contractualiser. Je préfère qu'on soit vigilant sur le fait qu'il y ait des choses qui soient tacites et d'autres rendre l'essentiel explicite et avoir cette souplesse d'action si malheureusement des dysfonctionnements ou des écarts apparaissent. Enfin, ma perception de la rupture est-elle juste? Alors ça, c'est une question philosophique dont je n'aurai pas prétention à répondre là dans le créneau horaire qui m'est imparti. Mais finalement, en d'autres termes, sommes-nous réellement en conflit? Ça, c'est une question assez intéressante. Gilles, Oui, si, Grégoire. ouais, si je peux me permettre, parce que là, la salle est bien remplie, là maintenant tout le monde est arrivé, on est presque 80. Moi, j'ai une question à poser à toute la communauté dans le chat, c'est est-ce que oui ou non, vous avez vécu un conflit maintenant qu'on a compris, qu'on l'a défini, je sais pas moi, depuis moins d'un mois. Est-ce que vous pouvez juste nous mettre dans le chat, juste oui ou non, pour qu'on voit à peu près Le taux de le oui. degré de le taux de oui et pas de oui oui. Je vous rappelle dans le petit chat si oui ou non vous avez vécu des conflits. Ok, il y a des oui avec beaucoup de points d'interrogation. Ok, allez-y, on est entre nous. Ah, c'est là le Ouais, chat. donc Okay. ok, donc on a un taux quand même de l'ordre de 60-70% de oui quoi. Ok, mais Mais c'est quand même pas 100%, donc c'est bien. Il y a des gros oui. en même Ok, temps, merci à vous. une vie sans conflit, je pense qu'il n'y aurait pas plus chiant. Hein. Parce que de base, si on voit le conflit comme une rupture du contrat qui me lie à l'autre, on voit bien que c'est par le conflit qu'on va améliorer l'essentiel, c'est-à-dire le vivre ensemble. Je suis certain que l'homo erectus de début avait dans sa culture ne pas manger de viande cuite, par exemple. Probablement que quelqu'un a balancé de la viande dans le feu et donc est rentré en conflit avec le collectif. C'était une façon de reconstruire le contrat. En clair, je ne vois pas, à titre perso, le conflit comme quelque chose d'extrêmement négatif. Bien au contraire, c'est une opportunité de réécrire le contrat qui me lie à l'autre. Hmm. Alors pour ça, on peut mener un raisonnement finalement assez mathématique en reprenant les éléments de la définition du conflit, une échelle du contrat, une échelle de la rupture, et se retrouver avec quatre grands ensembles, quatre grandes typologies de conflits. Alors ça, je l'ai pré-rempli pour vous avec quelques exemples basiques, mais vous pourriez très bien vous amuser à faire ça. Prenez une feuille A4, vous tracez, et puis la situation qui vous importe à ce moment-là, essayez de la positionner sur cette échelle-là, l'échelle du contrat, l'échelle de la rupture. Par exemple, l'entreprise Y a 3 mois de retard sur le règlement d'une facture. Le contrat est explicite, puisqu'en bas de la facture, j'ai écrit règlement sous 15 jours. On voit bien qu'il y a un écart par rapport au contrat. Et la rupture est réelle parce que je n'ai pas l'argent sur mon compte. Donc on est bien dans ce type de conflit-là. Ok. Qu'est-ce que je peux vous donner comme autre exemple? Bruce veut pas, ça c'est un de mes gamins, veut pas travailler cet été, il passe son temps sur Internet. Je pense qu'il se moque de moi et me demande. Vous voyez, la façon dont je formule la rupture du contrat me montre bien que le contrat est tacite puisqu'il y a un je pense que. Ok. Et puis il y a surtout une rupture perçue parce que
je n'ai aucune certitude. Tout ça relève de la représentation. Donc, gérer le conflit, ça serait déjà aller sur l'échelle du contrat. D'ailleurs, il y a une erreur là dans le PowerPoint, hein, la rupture, vous voyez la rupture réelle, rupture perçue, contrat explicite, contrat tacite, mais peu importe, je pense que vous l'avez compris. L'idée, c'est d'aller rendre le contrat explicite et être au clair sur la réalité de la rupture. Donc, moi, c'est un travail que je mène systématiquement et je me rends compte que l'immense majorité des conflits dans lesquels je me trouve ne se trouvent pas en haut à droite. C'est-à-dire que soit j'ai pas été bon sur le contrat, soit j'ai une représentation de la rupture qui m'est complètement personnelle. D'où l'idée de ce qu'on va voir après, c'est-à-dire une méthodologie de gestion qui va, vous l'avez compris, aller essentiellement vers le partage du contrat et le partage de la rupture. Déjà avant de faire décoller ces Mirage 2000. Alors, ce petit slide pour définir un certain nombre d'acteurs qui me semblent importants. L'initiateur, c'est celui qui détecte la rupture du conflit, du contrat. Okay, la victime, c'est la personne qui subit, enfin qui s'annonce comme telle. Je vais mettre des guillemets. On peut avoir un attaquant, c'est-à-dire quelqu'un qui va agir de façon coercitive pour son propre intérêt. Un défenseur, des alliés, c'est-à-dire des gens qui peuvent vous aider dans la reconstitution du contrat. Ça peut être un avocat, ça peut être un conseil, ça peut être un coach, un formateur, peu importe. Des opposants, des médiateurs, négociateurs, des juges. OK. Pour ce qui est de l'autre, dans l'armée, on emploie souvent le terme adversaire ou ennemi. Alors, ces termes me semblent, même s'ils sont plus simples que tout cela, assez intéressants. L'adversaire, c'est quelqu'un avec qui je vais reconstruire le contrat, mais de façon non coercitive. La plupart du temps, dans les entreprises, les gens que vous avez en face de vous sont de simples adversaires. Un ennemi, c'est quelqu'un avec qui je vais reconstruire le contrat, mais de façon coercitive. On ne peut pas dire, par exemple, que Daesh est un adversaire. Ce sont des ennemis. Mais la finalité reste la même, reconstruire le contrat. Ce qui change, c'est la méthode, de façon coercitive ou de façon non coercitive. Donc, avant de catégoriser quelqu'un comme un ennemi, je vous invite à vous positionner avec lui, ne serait-ce que par l'idée de l'adversaire, c'est-à-dire on va construire ensemble de façon non coercitive. C'est ce qu'on fait d'ailleurs dans les conflits entre États. Avant d'opter pour la force, la plupart du temps, on tente au maximum d'ouvrir la négociation. Parce que qui dit opter pour la force dit dans la gestion de conflit être prêt à perdre. Si vous entrez dans le conflit en mode gestion coercitive, il va falloir que vous acceptiez des pertes de votre côté. Alors que l'aspect non coercitif, c'est un aspect où finalement, comme on dirait en communication non violente, on peut être gagnant-gagnant. On ne pourra pas être gagnant-gagnant si je définis l'autre comme un ennemi. Okay, donc, vous voyez, tout ça, c'est une réflexion qu'on va mener largement en amont de la gestion en soi du conflit. Les mots ont, je pense, vraiment, et encore plus dans ces situations de stress-là que sont les conflits, vraiment beaucoup d'importance. Alors, je vais vous présenter rapidement, vraiment, quand il m'arrive de faire des formations sur le sujet, c'est 2, 3, 5 jours même des fois, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire derrière tout ça. Mais comme vous êtes dans une masterclass et hyper intelligent, bac plus 12 000, vous devriez retenir rapidos tout ce qu'on va voir. Gilles, oui. Dis-moi, il y a un manager qui nous pose une question oui. dans le chat. Je ne sais pas si tu as vu, c'est pour ça que je me permets de t'interrompre. C'est dans un conflit. Vas-y, je t'en prie. Peut-on parler parfois de victime au pluriel plutôt que de la victime, car dans certains conflits, les deux personnes en conflit se sentent victimes de l'autre. Oui, c'est pour ça que je passe très rapidement sur ce mot-là et que j'y ai mis des guillemets, puisque je vous l'ai dit, par exemple, sur la constitution, les problèmes qu'on a aujourd'hui en Syrie, par exemple, on ne peut pas parler de victime. Enfin, à mon sens. Après, c'est un homme qui vous parle, un ancien militaire. J'ai fait au sein du CERPER un certain nombre d'études psychologiques sur le sujet.
dans chaque situation, si on remonte à la genèse, on va se rendre compte qu'on n'est pas blanc-bleu. Il n'y a pas un gentil et un méchant. Donc, et c'est ça toute la difficulté, c'est de se dire, cette rupture du contrat, il est probable que je sois aussi partie prenante, même si ça vient de l'autre, même si je pense subir la situation. Donc, en même temps, je trouve ça assez enthousiasmant comme idée parce que ça permet de sortir du ressentiment, ne serait-ce que ça. On a, imaginons, tiens, par exemple, que mon épouse me trompe. Je suis probablement pas, si c'est le cas, probablement passé à côté des signaux faibles en amont. Tout un tas de petites choses que j'ai décidé sciemment ou inconsciemment d'ignorer, qui ont abouti à cette rupture visible du contrat. Mais il est très probable qu'en amont, il y ait eu plein de petites ruptures que j'ai pas eu l'intelligence de voir par manque d'écoute, de disponibilité, par des choix que j'ai faits et qu'il me reviendrait d'assumer aussi dans ce cas-là. Et c'est Après, vrai que il y a moins qu'on soit à l'initiative du contrat, comme tu le rappelais, et ça faut bien l'identifier, être clair sur ça. Lorsque le conflit est subi, on a toujours l'impression d'être la victime. Ça, c'est quand même, c'est dans la nature humaine, j'ai envie de dire. alors, c'est probablement dans la nature humaine, mais également aussi très culturel. Aujourd'hui, il y a des tas de publications sur le sujet. Notre société est une société de la victime qui valorise non pas les héros, mais les victimes. Aujourd'hui, un héros, on ne va pas le porter au pinacle. Par contre, une victime aura voix au chapitre énormément. D'ailleurs, il y a un épisode de la dernière saison de South Park que je trouve extraordinaire pour ça. Globalement, c'est l'idée de remonter sur ses gènes, sur ses origines génétiques, pour définir si on est un bon Américain ou pas un bon Américain. Et donc ceux qui sont valorisés, c'est ceux qui ont une culture native, c'est-à-dire par exemple Navarro et autres dans cet épisode. Et les personnes donc, qui ont fait le test génétique disent je suis victime à 25%, je suis victime à 52%. Regardez-le cet épisode, j'ai pas le titre en tête, c'est dans la dernière saison, c'est extraordinaire, c'est juste la façon d'expliquer que on est dans une société où finalement c'est plus le héros qui est valorisé, c'est la victime. Donc c'est une posture assez récente de notre société. C'est aussi comme ça qu'on fonctionne, je pense, malheureusement. Merci beaucoup. Yalis, j'espère que ça répond à ta question. Tu nous diras dans le chat. On te laisse poursuivre, Gilles. Alors, la méthode que je vous montre là, c'est tout simplement une méthode type conflit entre individus, mais qu'on peut transférer par transformation mothétique à n'importe quel type d'entité, que ce soit un État ou une petite entreprise ou une grande entreprise, peu importe. Tout commence ici par une vision. La vision, c'est quoi? C'est à long terme, qu'est-ce que je veux faire de cette situation? Est-ce que j'ai envie de continuer à rester avec ces individus, à vivre ensemble? Est-ce que j'ai fondamentalement envie de m'en séparer? C'est ça la vision, sortir la tête du guidon et de se dire, voilà, dans le long terme, je veux quoi? Donc, je reprends l'exemple de Daesh, dans le long terme, on veut continuer à vivre avec eux dans la communauté des êtres humains. De toute façon, il y a plus de 3 millions d'individus dans cette zone. Il n'est pas question, comme le proposait Trump, de balancer une grande bombe nucléaire dans la zone. C'est complètement stupide. Okay. Donc, c'est ça la vision. Et quand j'accompagne des managers sur la gestion des conflits, je leur pose d'abord cette question. Je dis, c'est quoi globalement ton projet? Une fois qu'on a défini d'une vision, on va pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de savoir-faire techniques sur la gestion de conflits, qui relèvent de la communication, qui relèvent de la capacité à négocier, qui relèvent de la capacité à écouter aussi l'autre. Donc ça, typiquement, ça peut faire l'objet de formation parce que certains individus n'ont aucune capacité de négociation. Donc, en conflit, être capable de négocier, c'est un savoir-faire extrêmement intéressant. Par exemple, la base de la négociation consiste à comprendre le point de vue de l'autre.
typiquement ce qu'on appelle dans l'armée une phase dite de reconnaissance. Par exemple, les premières missions de l'armée de l'air sur la Syrie ne sont pas des missions de frappe, ce sont des missions de reconnaissance. C'est-à-dire que les avions décollent, bardés de capteurs, et survolent avec une rigueur absolue le territoire de l'ennemi potentiel, en relevant tout ce qui relève, tous les points qui peuvent être intéressants. En fait, le point de vue de l'adversaire ou de l'ennemi. Cette phase de reconnaissance, c'est un savoir-faire capital en termes de négociation. En négo, on vous dira toujours, ne posez aucune carte sur la table. D'abord, un maximum d'infos, un maximum de reconnaissance du point de vue de l'autre. Okay. Donc, une fois qu'on est sûr qu'on sait faire, on va engager des motivations, littéralement des motifs d'action. C'est au-delà de la vision. Hein. Pourquoi je vais véritablement reconstruire le lien avec l'autre? Pourquoi je vous dis ça? Parce que les managers que j'accompagne ont un portefeuille de conflits. C'est-à-dire qu'on ne gère jamais un conflit, puis un autre, puis un autre, puis un autre. C'est jamais comme ça que ça marche dans la vraie vie. On a toujours une sorte de radar à l'intérieur desquels il y a plein de petites ruptures de contrat. Il faut choisir ces conflits. Être capable de dire ceux qui sont importants, de discerner ceux qui sont importants de ceux qui n'ont aucune importance. Et donc ça, c'est des motivations, des motifs d'action. Donc un entrepreneur doit être capable de se dire, ça, je mets de côté, parce que dans le court terme, ça n'a aucun intérêt, financier par exemple, okay. Et ça, c'est prioritaire. D'où par exemple un outil que j'utilise qui s'appelle la criticité. Bon, ça c'est un outil d'ingénieur, je ne vais pas le développer avec vous là, mais c'est un outil qui permet de calculer finalement dans l'ensemble des conflits qui m'occupent, ceux qui valent vraiment le coup d'engager des moyens. Donc une fois que j'ai défini de mes véritables motifs d'action, motivation, je vais faire décoller littéralement mes moyens. Alors, attention, les moyens sont toujours limités. Par exemple, l'armée de l'air n'a pas 850 Mirage 2000 à envoyer en Syrie. Donc il va bien falloir choisir ce qu'on envoie, ce qu'on n'envoie pas, ce qu'on garde potentiellement pour d'autres conflits qui pourraient émerger. Hein. Donc faire un listing de ces moyens, c'est intéressant aussi. Les moyens, pour un chef d'entreprise, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est aussi être capable de se dire, si j'engage du temps, ça sera au détriment d'autres temps que je ne vais pas utiliser. Hein. Donc être au clair là-dessus. Une fois qu'on a tout ça, là on va véritablement définir d'un plan d'action, c'est-à-dire d'un mode de gestion du conflit. Un plan d'action qui, à mon sens, doit aller du moins coercitif vers le plus coercitif. À titre perso, par exemple, je fais du close combat, je ne me sers jamais de ça. Ça serait vraiment à mon corps défendant, mais vraiment, qu'en dernier recours, je frappe. Et vous trouverez ça chez tous les gens qui ont dans leurs moyens des capacités d'action coercitives. J'en parlais avec Grégoire, il n'y a pas plus pacifiste qu'un militaire. Et il n'y a pas plus non pacifiste qu'un non militaire d'ailleurs. Donc avant d'engager vos moyens coercitifs, soyez les plus open possibles pour éviter d'en arriver à ce qui pour moi est un échec, la coercition. Donc un plan d'action, c'est vraiment quelque chose de très général, de très politique dans un premier temps et qui va potentiellement aller vers quelque chose de plutôt coercitif. Le plan d'action amène à des résultats qui peuvent modifier la vision et qui peuvent modifier les motivations, c'est-à-dire les choix qu'on fait de continuer ou d'arrêter. Exemple, encore un exemple typiquement militaire. Quand on apprend le combat aérien, qui est la base vraiment du métier de pilote de chasse, la première chose qu'on nous apprend, c'est un terme anglais qui veut dire knock it off. Knock it off, ça veut dire on dégage. La première chose qu'on apprend à un pilote de chasse, c'est d'arrêter le combat quand on voit que c'est mal engagé. C'est-à-dire de fuir. Ça peut être paradoxal ce que je vous dis. Hein. On pourrait se dire, les mecs, c'est pas Top Gun. Ben si, justement. La capacité à se dire, là, c'est mal engagé. Si je continue, je vais me faire shooter. Donc, on a un code radio pour ça. Knock it off. On dégage. Si je vois que j'ai en face de moi un Sukhoi 27, par exemple, face à un Mirage 2000, je ne fais pas le poids. C'est pas la peine. C'est pas la peine d'engager le conflit. Donc, je vais fuir. Je ne vais pas dire que je vais oublier le conflit. Je vais fuir, réfléchir à mes motivations, réfléchir à mes moyens, à mon plan d'action,
mais on ne fera pas décoller pour rien. Comment je transfère ça à l'entreprise? Mettre en place un plan d'action, c'est par exemple envoyer un mail, c'est par exemple écrire, c'est par exemple dire des choses. Quand vous vous engagez, vous faites décoller vos Mirage 2000. Faites attention, et souvent je le constate, le décollage est fait, où l'action est engagée, alors qu'en face de vous, vous avez 10 fois plus fort que vous. Donc, voilà, ayez en tête toujours cette capacité à reculer, à fuir. C'est aussi les choses qu'on apprend quand on fait du close combat. Vaut mieux dégager et rester en vie que de s'entêter dans un conflit et de se faire démonter, quoi. Donc voilà, tout ça, c'est une dynamique finalement assez simple. Avoir en tête la progression dans l'usage de la force. La progressivité. Gilles, Oui. comment tu sais, parce que un conflit c'est jamais très très rigolo quand est-ce que tu sais qu'il faut quand même y aller, faire preuve entre guillemets de courage managérial, on en parle beaucoup dans nos ateliers, que ça fait partie du job de manager, et de se dire bon là le conflit je vais pas y arriver, en face de moi j'ai effectivement c'est trop gros, faut que j'attende et que je recule un peu pour mieux résoudre le conflit. Tu vois, enfin c'est quand même compliqué pour un manager parce qu'on n'a jamais vraiment envie d'y aller au conflit, c'est jamais très chouette, tu vois. Alors, là, tu as évoqué plusieurs choses importantes. Déjà, cette notion de courage en philosophie, c'est quoi? Le courage, c'est une position dynamique, extrêmement compliquée. Une position dynamique, c'est comme d'une balance, hein. Une balance a trois positions dynamiques. Trois positions d'équilibre, pardon. Une position dynamique, qui est celle-ci. Si je mets un truc à droite, il va falloir que je mette un truc à gauche. Et deux positions statiques, qu'on appellera la couardise, par exemple, le manque total de courage, qui est donc une position statique, et la témérité, qui est une position de courage stupide, c'est-à-dire où là, l'individu va y aller quoi qu'il en coûte. Ok. Donc, entre ces deux positions d'équilibre statique, il y a une position dynamique qu'on appelle effectivement le courage. Dans l'armée, on ne recherche que des gens courageux. On ne veut pas de couards et on ne veut surtout pas de maverick dans Top Gun, qui est un mec un petit peu téméraire. D'accord. Maintenant, cette position d'équilibre, comment elle se trouve? Eh bien, elle se trouve justement par le temps qu'on va prendre à bien analyser la situation et le plaisir qu'on va prendre à la gestion des conflits. Je pense qu'il y a un gars qui a dit « n'ayez pas peur » et je pense que ce type-là, il a raison. C'est Jean-Paul II, je vous le dis, je ne suis pas un fanat de cette religion-là, mais quand même, cette phrase, elle est juste énorme. Si vous la creusez jusqu'au bout, vous la prenez, vous la pressez jusqu'au bout, vous allez vous rendre compte que c'est la peur qui tétanise. Et la peur, elle est souvent liée à un manque de savoir-faire et à un manque de compréhension de la situation. Donc, si vous voulez être courageux, donc dans cette position d'équilibre, euh, prenez le temps de faire de la philosophie. C'est justement l'objet de cette masterclass. La philosophie, c'est vraiment prendre du recul et se dire, qu'est-ce qu'on est, comment on peut véritablement définir ce qu'on est en train de vivre. Des situations de conflit où vous avez à craindre pour votre intégrité physique, vous, manager, sont quasiment nulles. Vous n'avez jamais, enfin, personne va rentrer dans votre bureau avec une Kalachnikov pour vous défoncer. C'est exceptionnel, d'accord? Et c'est justement parce que vous n'avez rien à craindre que vous avez tout intérêt à prendre un tout petit peu de recul. Et c'est cette position de recul-là qui vous amènera à ne pas avoir peur et à être finalement courageux, mais pas téméraire et ni couard. La couardise, c'est la non-compréhension de ce qu'est véritablement un conflit. Le conflit, c'est le top absolu dans la vie. Il n'y a pas de vie sans conflit. C'est peut-être pas fun, mais encore une fois, notre société veut nous faire penser que tout doit être fun dans la vie. Mais moi, je pense exactement le contraire. Quand je rentre en conflit, moi, je me dis waouh, voilà. C'est l'occasion pour moi de m'améliorer finalement. Ça va me faire grandir, quoi. Et on Ah ben. a, on a une question, c'est comment tu gères un conflit avec les personnes qui évitent à tout prix le conflit. Et ça, il y en a dans les entreprises. Ceux qui veulent vraiment pas aller au conflit. Comment tu les gères? Alors, Ton conseil? moi, j'ai une phrase toute bête que j'employais régulièrement dans l'armée.
ici, c'est pas la Nouvelle-Guinée. Alors, j'ai rien contre les gens de la Nouvelle-Guinée, mais de façon culturelle, c'est l'idée de dire que la tradition orale, ça marche bien entre gentlemen. Il y a un moment où passer au stade de la coercition, c'est être capable d'écrire des choses. D'accord ? C'est-à-dire passer de la tradition orale à la tradition écrite. Et donc, quand je forme des managers, j'insiste non seulement sur leur capacité à parler, on voit bien qu'il y a beaucoup de formations sur le sujet, on se parle, on s'écoute, etc., mais aussi et surtout sur leur capacité à écrire les choses. Qu'est-ce que j'écris quand j'écris un mail à quelqu'un ? Quels sont les temps que j'emploie? Quelles sont les questions que je pose? Est-ce que je pose des questions fermées? Est-ce que je pose des questions ouvertes? Est-ce que je demande des productions? Est-ce que j'écris des choses du style dans l'espérance de ou dans l'attente de, qui sont à mon avis des aberrations totales? Si j'écris à quelqu'un dans l'espérance de ou dans l'attente de, il est évident que le conflit ne va pas se résoudre. Donc, poser des questions ouvertes, demander des productions écrites aux gens. Sortons un petit peu de cette tradition orale de la Nouvelle-Guinée, où à un moment, il faut y aller, quoi. Et aller au contact en entreprise, c'est aussi un acte de management fort des écrits. Hein. Moi, c'est ça mon conseil. À chaque fois que je suis resté sur la tradition orale, je suis resté sur l'inquiétude. Je me suis dit, j'espère qu'il a compris, j'espère que c'est clair pour lui ou pour elle. À chaque fois que je suis allé sur de l'écrit, je me suis rendu compte qu'on évoluait sur l'échelle du contrat. On passait de l'explicite, du tacite à l'explicite. Okay, et donc, par certains moments, la coercition, c'est aller vers de l'explicite écrite. Voilà. Donc, finalement, quand j'accompagne un manager, il m'arrive d'en coacher, l'une des premières choses que je lui demande, c'est fais-moi voir ta boîte mail. Et là, je rigole, je vous garantis. Hein, parce qu'il y a des temps employés, du conditionnel, du passé, il y a des tournures de phrases particulières qui relèvent d'un manque de savoir-faire, là pour le coup. Et moi, j'interviens surtout là-dessus. Je lui dis, tu vois, ton mail, il est trop long, tu donnes des infos sur toi à ton adversaire potentiel, qui serait stupide de lui donner à ce stade-là. Pose-lui des questions simples, ouvertes, questions, sujet, verbe, complément. Exige, toi, en tant que manager, la production de quelque chose. Quand on fait travailler quelqu'un, c'est a priori pour qu'il vous rende une production particulière. J'ai la chance d'assister aux délibérations des prud'hommes dans ma région. C'est la première chose qu'on tombe, les mails. On regarde ce qui est écrit, on ne regarde pas ce qui a été dit. Qu'est-ce que vous voulez qu'on sorte de ce qui est dit? Là, on est sur de la représentation. À partir du moment où on est capable d'écrire et de bien écrire, là, on a fait un pas dans la qualité du plan d'action. Merci beaucoup. J'espère que Dioline, ça répond à ta question. Et tu regardes que les mails, mais maintenant, il y a Slack, WhatsApp, les textos. C'est vrai qu'il y a plein de manières de s'écrire. Les réseaux sociaux sont pas des moyens sont des bons moyens de communication, si on veut, mais pas d'échange d'informations. Informer quelqu'un, pour moi, pour le moment, il n'y a que le mail. Voilà. Après, on peut raisonner, ça se fait par mail. On ne raisonne pas sur les réseaux sociaux. On donne ses sentiments, ses ressentiments, même on va aller plus loin. Ne me demandez pas ce que je ressens, demandez-moi ce que je pense. C'est pas pareil. Hein. Donc, tout ça, Slack, machin, TikTok, enfin, je ne connais pas en détail tous ces réseaux sociaux, mais c'est plus des messageries instantanées. Ouais, c'est souvent l'expression d'un sentiment et pas d'un raisonnement. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Et souvent, sous stress, on ne raisonne plus. On exprime ses sentiments ou ses ressentiments. Par contre, à l'écrit, allez vers le raisonnement avec les gens. Faites-les raisonner. Et vous allez voir que plus on raisonnera, plus on va aller vers des ruptures réelles plutôt que des ruptures perçues, et plus on va aller vers des contrats tacites plutôt que des contrats explicites. Grégoire, je te laisse me recouper s'il y a d'autres questions. Vas-y. Oui, non, il y a juste des échanges dans le Slack parce que tu es parti sur les réseaux sociaux et c'est vrai qu'on parlait plus, tu sais, de toutes ces messageries instantanées qui existent maintenant, type texto, SMS, WhatsApp. Il y a quelques équipes, quelques managers qui échangent comme ça et c'est vrai que nous, dans nos ateliers, on se rend compte que souvent,
ça peut aller très vite avec ces messageries où on a tendance à répondre un peu à chaud, il n'y a pas de filtre et qu'en fait ça peut très vite monter et que le conflit justement, on prend pas le temps de s'arrêter, d'observer comme tu le disais. Et c'était un peu sur ça que je voulais arriver, quoi, pour dire nous ce qu'on a ressenti, c'est que souvent ça pouvait être dangereux, cette communication extrêmement rapide où il faut donner une réponse très vite, qu'on soit le soir, le matin, même le week-end, et que souvent c'était pas top et que ça rejoint ce que tu disais, cette nécessité de bien analyser avant d'agir, avant de faire décoller ces mirages, quoi. Évidemment, on pourrait reprendre une suite de textos, une suite d'échanges sur WhatsApp, peu importe, hein. Ça décolle au quart de tour, comme on dit, hein. Mais faites un parallèle comme si vous gériez un escadron ou une armée globalement, hein. À la limite, vous retiendriez que ça d'aujourd'hui, ça serait énorme. Mon simple conseil, fermez-la. Voilà. Tout ce que vous allez dire ou écrire en situation de conflit sera retenu contre vous à un moment ou un autre. Donc, plus l'information vous vient, plus c'est intéressant. Plus vous avez d'informations venant des adversaires ou ennemis potentiels, plus c'est intéressant. Plus vous interagissez, plus vous prenez de risques. Voilà. Et typiquement, ce qu'on voit sur des échanges à brûle-pourpoint, sur Facebook, sur machin ou autre, c'est que ce sont voilà, du tac au tac. On pourrait appeler un réseau comme ça, pourquoi pas un jour, hein. Un peu comme sur RMC avec Bourdin, des échanges essentiellement émotionnels et très très peu de raisonnement. À mon sens, la fonction centrale d'un manager, c'est justement d'être capable de ralentir et de prendre le temps de se dire les questions qu'on se pose là finalement, hein, tout simplement. Après, la fonction de quelqu'un qui est dans l'équipe, s'il veut décoller le quart de tour, il peut très bien le faire. Mais c'est quand même très très rare que, comme ça, au débeauté, on ait une analyse parfaite de la situation de conflit. Alors la suite du document, je ne vais pas vous analyser toutes les slides, puisque finalement on en a parlé. Là, c'est la vision. Vous allez la voir, le document. Je l'ai conçu comme une espèce de cahier de vacances, hein, pour très, très simplement vous dire, bah tiens, et moi, dans ma vie, ça donne quoi? Comme je vous disais, ça c'est typiquement, vous voyez, une checklist qu'on appelle d'accompagnement, c'est-à-dire comment, quand je suis en conflit interpersonnel avec quelqu'un, comment je me mets à l'écoute de son monde avant de lui livrer le mien de monde. Et typiquement, ça, c'est une posture de manager qui me semble assez intéressante. Quand je suis en position de management en conflit avec quelqu'un, ce qui compte, c'est pas mon point de vue. Vous portez souvent le point de vue communément admis, d'ailleurs. Vous portez le contrat. Ce qui compte, c'est le point de vue de l'autre, de l'individu qui est en face de vous. Et donc, le recueil de ce point de vue-là, dans l'armée, on appelle ça une phase de reconnaissance. En philosophie, vous pourriez traduire ça par reconnaître l'autre, pourquoi pas. Mais cette phase de reconnaissance, elle est très bien décrite dans cette checklist-là. C'est d'abord le point de vue de l'autre et une fois que j'ai ce point de vue, de la mesure de l'écart entre le point de vue de l'autre et le mien, je vais pouvoir définir d'une démarche projet, en clair, d'une ordonnance. Okay, donc, la première phase du conflit consiste à, comme le disait très très bien Gandhi d'ailleurs, à admettre le point de vue de l'autre dans sa totalité sans aucun jugement. C'est comme ça que Gandhi voit le conflit. Pour lui, c'est avant de le gérer, il faut que je comprenne totalement, le plus complètement possible le point de vue de l'autre. Et c'est souvent là où le bas blesse, parce qu'on a des représentations axées sur nos émotions qui font qu'on ne comprend pas complètement le point de vue de l'autre. Et est-ce que tu as, Gilles, une question d'Alex sur la transparence, est-ce que pour toi c'est un outil pour résoudre les conflits? Donc est-ce qu'il faut être, qu'on parle beaucoup en ce moment de transparence des managers vis-à-vis de leurs équipes, etc. Et une autre question, réponds déjà peut-être à celle-là et je te poserai l'autre après. Alors, ça c'est un terme que j'entends très souvent et qui me fait juste bondir. Je vais vous expliquer pourquoi. D'un point de vue philosophique, la transparence, c'est l'inexistence. Ce qui est transparent n'existe pas. Par exemple, là, ma fenêtre de mon bureau est parfaitement nettoyée.
Donc, si je ne sais pas que c'est une fenêtre, je peux passer au travers. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans certains bureaux, on rend les fenêtres non transparentes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on est obligé de mettre des banderoles pour dire attention, il y a une fenêtre ou il y a une porte. OK? Donc, la transparence, la recherche de la transparence pour un manager, à mon sens, c'est une hérésie totale. Il faut la position d'équilibre, c'est une position dite politique, c'est-à-dire qui accepte le fait qu'on ne puisse pas être transparent, totalement transparent. Il y a des moments où il y a des choses qu'on va dire et des choses qu'on va garder pour soi. Par exemple, dans une logique managériale, j'ai un supérieur au-dessus de moi. Je ne vais pas lui remonter tout ce qui vient de la base. Et de la même façon, de ce que me dit mon supérieur ou ce qui se dit en codir, je ne vais pas tout dire à la base non plus. C'est une fonction noble qu'on appelle en philosophie de la politique. Et la politique ne passe pas, à mon sens, par la transparence. Aujourd'hui, dans notre société, encore un des mots, entre guillemets, c'est la recherche de la pureté transparente, une forme d'hygiénisme moral qui me semble extrêmement grave, quoi. Tout ne peut pas se dire et tout ne doit pas se dire. Surtout dans une situation de conflit, il y a des choses, par précaution, je vais mettre de côté pour éviter de me faire avoir, tout simplement. C'est aussi bête que ça. Après, on peut mettre de côté des choses et être bienveillant, et mettre de côté des choses et être malveillant. On le voit très bien dans le film Inglourious Bastard, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez ce film. C'est un film assez intéressant où on suit le parcours d'un salaud, un nazi, qui est un expert en communication. C'est-à-dire que lui, en gestion de conflit, c'est littéralement un tueur, quoi. Il sait écouter, reformuler, machin, voilà. Ça en reste pas moins un salaud absolu. OK? Donc, c'est pas parce qu'on fait de la politique qu'on n'est pas transparent qu'on est méchant. Je pense que ne pas être transparent, c'est indispensable pour un manager. Indispensable. Super. Ouais, super intéressant. C'est vrai que la transparence, la non-transparence, effectivement, peut être perçue par les équipes comme quelque chose d'un peu machiavélique et voire de manipulateur. Et ça, donc, ton point de vue, voilà, c'est de dire, pour toi, c'est pas, il faut faire gaffe à cette transparence à tout craint. On a une autre question de Laurette qui nous demande, Ouais. est-ce qu'un désaccord, on doit le considérer comme un conflit? J'imagine le traiter comme un conflit. Tu me dis, Laurette, si c'était ça peut-être le fond de ta question. À mon avis, à partir du moment où on n'est pas OK, on est en conflit. Et ça présage en rien du mode de traitement. Encore une fois, on peut être en désaccord sur le repas qu'on va prendre ensemble. On peut être en désaccord plus profond. Mais voilà, il y a un bouquin qui s'appelle Désaccord parfait. J'ai oublié le titre, l'auteur. Mais le désaccord, c'est la base. C'est parce qu'on n'est pas d'accord qu'on progresse. Dans les sociétés totalitaires, tout le monde est mis d'accord. Point. Une société démocratique comme la nôtre a un coût, c'est le coût du conflit. Le coût du, littéralement, ça dépend. Un ça dépend, c'est un désaccord. Donc, quand quelqu'un me dit ça dépend, ou quelqu'un me dit je ne suis pas d'accord, moi, il ou elle me fait kiffer, quoi. Vraiment. Me dit waouh, ok, c'est tout. Donc, après, c'est clair que c'est sympa d'être quand même régulièrement en accord, ok. Aussi, en fonction de votre niveau de fatigue, de stress, être en désaccord permanent, ça devrait vous questionner. Voilà, si je suis en désaccord avec tout le monde, c'est ou que tout le monde a un problème ou que moi je suis un problème. Ok. Bon, après, si je fais votre radar des désaccords, si on en trouve de partout, avant de se dire en mode Calimero, c'est trop injuste, on va peut-être se poser des questions sur soi. Donc dans mon environnement, j'ai des amis, des alliés, des gens avec qui je suis d'accord. Avec ma femme, on se comprend à demi-mot, on n'a pas besoin de passer de contrat. Bon. Mais dans ma vie professionnelle, c'est pas toujours le cas. Voilà. Maintenant, si dans ma vie privée, c'est en plus la merde, alors là, je dois dire que c'est chaud, mais je me poserai des questions sur moi avant tout. Une autre question avant que on partage. C'est Philippe Murray qui a écrit Le Désaccord parfait. Merci beaucoup, Perle. Et c'est Tarantino, Inglourious Bastard, un très bon film. Oui. Dis-moi, tu parles beaucoup de reconnaissance. Alors autant on s'imagine bien quand tu étais dans ton avion et que tu allais au-dessus de l'ennemi repéré pour
bien le comprendre, comme tu le dis. C'est quoi tes conseils pour faire une bonne reconnaissance quand on est manager auprès soit quelqu'un de son équipe, soit d'un autre manager, soit de son N+1 elle passe par quoi cette reconnaissance Et elle passe concrètement? uniquement par ce qui est écrit là. Vous voyez dans la checklist là, il y a en deuxième partie, à part le côté social là, que j'appelle l'accueil, il y a un mot-clé ici, il est écrit problématique. Alors, je vais faire un peu comme je fais à la fac d'Aix, parce que j'enseigne ça à la faculté d'Aix-en-Provence. La gestion des situations conflictuelles, la prise de décision, la gestion des situations de crise. Il y a une différence fondamentale entre un problème et une problématique. Abyssale même. Autant vous dire que je pense que c'est le jour et la nuit, ces deux mots. Un problème, c'est un élément de détail. Quand je suis en conflit avec quelqu'un, par exemple, je sais pas moi, machin arrive en retard tous les jours. Ça, c'est le problème. La problématique, c'est au-dessus de ça, quelque chose qui est au-dessus du problème. Par exemple, la problématique, si je reprends l'exemple que je viens de vous citer, c'est la façon dont Roger perçoit son travail. Ça, c'est la problématique. Okay. Le problème, c'est la partie visible, il arrive en retard tous les matins. Okay. Donc, il y a un véritable art à l'annonce de la problématique, mais au-delà de ça, même à la définition de la problématique. Quelle est la problématique? Systématiquement en conflit, moi, je vous poserai cette question-là. Je ne vous dirai pas quel est le problème, mais quelle est la problématique? Alors, à la fac à Aix, je me rends compte que c'est aujourd'hui un vrai souci que l'enseignement de ça. Pourquoi? Parce que les jeunes que j'ai en première année, en particulier première et deuxième année, arrivent à la fac sans avoir jamais, tout au long de leur vie scolaire, travaillé le résumé de texte. Ça a l'air peut-être con ce que je vous dis là, hein, mais l'art de résumer un texte, c'est l'art de partir d'un texte touffu et d'en ressortir une problématique. Okay. Donc aujourd'hui, parce que, je sais pas, c'est quelque chose qui est plus enseigné en école de début et puis au lycée, ils arrivent à l'université, on leur dit quelle est la problématique, ils sont incapables de le faire, tout simplement parce qu'en termes de savoir-faire, ils ne savent plus résumer quelque chose. Et je pense que c'est une qualité extrêmement intéressante ça en gestion de conflit, de faire le tri, de voir ce qui relève du détail, de ce qui relève de quelque chose de beaucoup plus important, de beaucoup plus global, qu'aujourd'hui on appellera la problématique. Donc, quand je vois dans la checklist annonce de la problématique, c'est vraiment pas l'annonce du problème. Hein. C'est vraiment quelque chose de plus global. Eh bien, tiens, j'ai un secret pour vous. Si vous vous posez la question de quelle est la problématique dans vos situations professionnelles, eh bien, c'est toujours la même. Il n'y en a qu'une seule de problématique. Dans la relation professionnelle, la problématique, c'est le travail. Quelle est la perception qu'un individu dans votre collectif a du travail ou du vivre ensemble au travail? Elle est là, la problématique. À chaque tiens, j'ai eu à gérer un conflit il n'y a pas longtemps dans une entreprise sur une personne qui n'avait pas une tenue adaptée. La simple question qu'on lui a posée, c'est quelle est la perception que vous avez de votre travail? Je ne lui ai pas demandé pourquoi vous êtes dans cette tenue ou pourquoi vous vous habillez comme ci, pas comme ça, pourquoi vous ne mettez pas la tenue de sécurité, par exemple. Je lui ai juste dit, aujourd'hui, ça fait 6 mois que vous êtes parmi nous, j'ai besoin de comprendre l'analyse que vous portez sur votre travail. Et c'est ça la problématique, c'est rien d'autre que ça, dans une immense majorité de cas. Pardon, je te coupe Gilles parce que je vois c'est l'heure qui tourne. Oui. Il nous reste 15 petites minutes. On a beaucoup parlé de l'écoute, de l'accueil, de la reconnaissance. Après, est-ce que tu as d'autres conseils pratiques pour justement les résoudre et rétablir ce vivre ensemble et ce bien travailler ensemble? Et Amandine, j'ai bien noté ta question. Hein. On la posera en fin de masterclass. N'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. On en traitera un maximum avant que Gilles nous quitte. Et vous inquiétez pas, vous aurez tous les supports. Un conseil déjà, relisez le code du travail. Parce que le code du travail, c'est quand même, c'est votre Bible, en gros. Hein. Je vois beaucoup de managers qui gèrent au doigt mouillé. Ils me font penser à des prêtres qui n'auraient pas lu la Bible. Il y a un moment,
où il faut quand même se plonger un peu dans ces textes. Et c'est pour ça que j'ai conçu pour vous, pour les managers que j'accompagne, cette petite grille-là. Ça, par exemple, quand je suis en conflit avec quelqu'un, j'ai le droit de lui parler des faits. Je peux lui parler de ce qui est mesurable, quantifiable, de ce que j'observe, etc. Je peux lui parler également de ses savoir-faire. 3 types de savoir-faire chez l'humain. Un savoir-faire technique, une connaissance métier par exemple. Un savoir-faire cognitif, la mémoire. Un savoir-faire relationnel. Okay, je peux lui parler également de son savoir-paraître. Bah tiens, littéralement, j'ai le droit de faire une remarque à quelqu'un sur la tenue qu'il arbore au travail, en employant le terme savoir-paraître. Par contre, et la limite a été très clairement mise par le législateur, je n'ai pas le droit d'attaquer quelqu'un sur son savoir-être, c'est-à-dire son registre éducationnel, et encore moins sur sa personnalité profonde. C'est pour ça, par exemple, que dans l'armée, vous ne trouverez aucun entretien annuel avec un registre savoir-être et des croix à mettre derrière. Je suis qui, moi, pour évaluer le savoir-être de quelqu'un au travail? Je paye quelqu'un, c'est-à-dire le contrat qui me lie à lui, financier, etc., pour qu'il mette en œuvre des compétences de savoir-paraître et de savoir-faire pour obtenir des faits dans un créneau horaire déterminé avec un prix marché, le salaire. Et ça, c'est ce que nous propose le législateur dans la structuration du contrat, donc pour éviter d'aller sur du tacite et aller vers quelque chose d'explicite. Typiquement, une fiche de poste, une fiche de projet, enfin, une fiche de mission, tout ça, c'est des choses extrêmement intéressantes à écrire avec quelqu'un. Hein. Donc ça, mon conseil de base, c'est un petit peu de philo, un petit peu de formation à la négo, et puis comprendre que dans le travail, on n'est pas un électron libre, qu'on est dans une démocratie et qu'il y a un législateur qui a déjà écrit des choses en termes de conflits assez intéressantes que vous retrouverez euh, dans le Code du travail. Alors, c'est pas écrit comme ça. Moi, j'en fais une traduction psycho, si vous voulez. Mais l'idée, c'est ça. C'est de reconnaître l'individu pour ce qu'il est au travail, c'est-à-dire quelqu'un qui est pour lequel le contrat, c'est la mise en œuvre de compétences pour obtenir des faits dans un créneau horaire déterminé, c'est-à-dire le temps de travail, et avec un prix marché, c'est-à-dire le salaire. Donc, vous voyez, on peut voir ça comme des pièces d'impulse. Hein. Il y a la partie légale, il y a un peu de philo, il y a la partie savoir-faire. Mais être vraiment au clair avec ça, c'est important avant de faire décoller vos avions de chasse. Sinon, on va se retrouver au prud'homme et vous allez en prendre une parce que, sans faire gaffe, vous avez tapé là, en dessous. Et ça vous serait dommage pour vous, mais c'est juste parce que vous n'avez pas assez formé vos pilotes de chasse. Est-ce que tu peux poursuivre sur d'autres outils pour rétablir ce fameux contrat dont tu parlais? Voilà. À mon sens, là, tout est dit. Le principal, quand même, serait que vous regardiez dans les slides que je vais vous envoyer, parce que j'ai mis des exemples. Parce qu'on peut parler de théorie, littéralement en latin, Teion oraos, ça veut dire je vois le divin. Donc, tout ce que vous allez voir en termes de formateurs, consultants sur le sujet, etc., souvent on vous parle de théorie, comme je viens de le faire, du divin. Mais le plus intéressant, c'est vraiment de se confronter à la réalité. Donc moi, mon conseil, c'est d'être au clair sur la théorie, c'est-à-dire de bien comprendre la logique que je vous ai montrée, là, qui part de la vision, etc. De vous arrêter à chacune des étapes en vous disant est-ce que je suis bien au clair là-dessus, est-ce que où se situe le conflit dans mon échelle, etc. Et puis après, de vous amuser, comme le ferait n'importe quelle espèce animale, à gérer des situations. Et c'est par le jeu que vous allez être encore plus efficace. Il n'y a que les êtres humains. Au passage, on peut faire un peu d'anthropologie. Il n'y a que les êtres humains pour mettre ses congénères en rang dans une salle en leur disant, voilà, c'est comme ça. Les loups, les chats, tout ce que vous voulez, apprennent le conflit en s'amusant. Hein. Donc, prenez tous les conflits qui se proposent à vous et même le plus insignifiant, essayez d'en tirer la substantifique moelle, quoi, en vous disant, non pas j'ai peur, mais purée, génial. Par exemple, le mec qui va vous insulter dans la rue en voiture tout à l'heure,
essayez de reprendre cette situation en vous disant, voilà, ça se passe comme ça. Le client qui vous envoie pas qui veut pas vous payer. Le gars dans votre entreprise qui vous menace de. Enfin, chaque situation et c'est du pain béni, quoi. Hein. Donc, Le conflit allez-y, allez-y. le conflit fait grandir, quoi. C'est ce que tu nous dis. Dis-moi, Gilles, on avait deux petites questions pour finir cette masterclass. On a eu des questions là dans le chat autour de comment détecter les conflits cachés. Et ce qui revient aussi, tu disais il faut un peu choisir ses batailles et aller sur quel conflit. On a aussi beaucoup de managers qui nous disent j'ai tendance à laisser un conflit larvé qui devient toxique pour mon équipe et je ne sais plus comment le gérer. Donc première question, c'est comment détecter un conflit caché déjà, Ouais. et après ces fameuses batailles que tu abandonnes, comment se dire à un moment elles sont trop toxiques, il faut que je les traite, quoi. Ouais. Alors, un conflit, un conflit caché, on appellera ça un conflit latent. Donc, c'est pas. En fait, c'est paradoxal par rapport à la définition que je vous ai donnée. Parce que soit on la détecte, soit on ne le détecte pas, le conflit. Okay. Maintenant, le conflit peut être volontairement caché, c'est-à-dire que moi, je le mets sous le tapis. Okay. Mais bon, imaginons qu'il y ait des conflits dont je n'ai pas connaissance. Voilà, on va partir il y a des ruptures dont je n'ai pas connaissance. La question, ça serait comment faire émerger ces choses-là. À mon avis, il n'y a pas plus intéressant pour ça que ce qu'on appelle des réunions, c'est-à-dire réunir des individus dans un collectif. Pour ça, il faut quand même distinguer trois modes de management. Ce que j'appelle le management de projet, le management de process et le management de crise. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'assiste parfois à des réunions où les individus mélangent tout. C'est-à-dire qu'ils font dans leur réunion un peu d'avancement de projet, un peu de qualité sur les process, et puis un petit peu de gestion de crise. Donc, moi, ce que je vous suggère pour lever les conflits cachés, c'est de temps en temps faire des réunions qui seraient exclusivement dédiées à un thème. Par exemple, le projet en question, là, le projet X, je fais parler l'équipe sur la perception qu'elle a de ce projet. Et surtout, pendant qu'elle s'exprime sur ce projet, moi, je n'interviens pas. C'est vraiment parole libre. Et on va se rendre compte que par la libération de la parole, il y a des signaux faibles qui vont apparaître que je serai en capacité d'entendre si justement je ne suis pas en mode je fais décoller mes avions en mode justification immédiate. Donc, écouter les gens quand ils ont quelque chose à dire, c'est vraiment une posture qui va permettre d'écouter ces signaux faibles qu'on pourrait appeler des conflits cachés. Donc des réunions de Ok. prise de parole libre. Ça pour moi, c'est Et super important. dédié. Et Et dédié dédié. à quelque chose, un projet, un process ou une situation de crise. Mais des ordres du jour, des réunions où on va rencontrer les gens, où il y a un petit peu de tout, de l'info, du projet, du process, etc., finalement, à mon avis, c'est extrêmement peu productif. Donc faites peu de réunions, mais faites-en vraiment dédiés à quelque chose et surtout, laissez la parole aux individus dans la logique que je viens de vous décrire, hein, visant donc à déminer ou à découvrir les conflits potentiels. Quand les gens parlent, en général, c'est pour dire qu'ils aiment ou pour dire qu'ils n'aiment pas. Et quand ils n'aiment pas, là, c'est vachement intéressant, quoi. Top. Après, Top. Merci beaucoup, Gilles. les conflits larvés, Vas-y. Ouais, alors justement, là, sur la dernière question, on tient le timing. là, vous Sur les voyez, vous conflits avez larvés, ouais. ici une image intéressante. Hein. C'est le baiser de Judas. Bon, le conflit larvé, c'est un constat d'échec total. Il m'arrive d'intervenir sur des situations où là, la situation, elle est plus que pourrie, quoi. Hein. Les gens sont en incapacité de se parler, on a mis du temps. Souvent, mon seul conseil, si c'est possible, c'est fuyez pauvre fou. C'est le Seigneur des Anneaux. Hein. Donc là, on se sépare dans la douleur, mais on se sépare, quoi. Mais ce sera tant pis, quoi. J'ai un copain qui gère un Super U dans la région. Il commence l'année avec 5 prud'hommes de provisionner dans son budget. Bon, ben voilà. C'est pour ces constats d'échec
totale. Mais à mon avis, on peut éviter ça par une vigilance, une reconnaissance militaire du terme. Hein. Je ne dis pas d'offrir du café ou des bonbons aux gens, ce n'est pas ça la reconnaissance. Une écoute, une vigilance, voilà, une vigilance permanente et surtout une écoute des signaux faibles qui sont l'amorce de tous les gros conflits potentiels à venir. Top. Et tout ça, ça reste Merci de la beaucoup, théorie. À Gilles. vous de l'incarner après. Hein. Ouais, merci beaucoup Gilles, c'était vraiment, c'est passé à une vitesse folle. Un grand merci. Comme je vous le disais, on va vous partager les slides. Gilles, pendant que tu prépares, pendant que tout le monde répond à notre petit questionnaire comme d'habitude sur votre avis sur votre masterclass, c'est précieux. Le petit rituel, c'est qu'on demande à chacun de nos mentors si tu devais donner un seul et unique conseil à notre communauté pour mieux manager autour du conflit ou pas. Voilà, tu as 30 secondes pour y réfléchir. Ce serait quoi le conseil que tu donnerais à nos managers? Je l'ai déjà dit. Et Hein. je vous... Fermez-la. Attends, tu as 20 secondes. Ah bah, t'es trop rapide. Non, mais j'ai pas besoin de ça. Fermez-la. À chaque fois que vous dites, que vous écrivez quelque chose, c'est un acte fort qui sera gravé dans le marbre de l'histoire du conflit et qui vous sera opposable. Donc, voilà, réfléchissez bien à ça. Tout acte de communication, tant qu'on n'a pas clairement défini si c'est un adversaire, si c'est un ennemi, c'est un acte qui va vous engager vers la victoire ou l'échec, mais souvent l'échec dans ce cas-là. Donc taisez-vous, quoi. Taisez-vous, s'il vous plaît. Ce sera énorme. Bon, merci beaucoup. C'est un conseil. Ok, une super masterclass sur vraiment sur le déminage du conflit et sur l'identification. On a beaucoup de super retours dans le chat. Merci beaucoup à vous tous. Presque une autre masterclass sur après sur la résolution concrète quand on est dans le conflit. Mais bon, ce sera une autre masterclass, mais c'était déjà en amont, comme tu dis, c'est quand même ça le plus gros du boulot. Un peu médecine chinoise, on désamorce. Merci à tous. On vous enverra les slides dans la prochaine newsletter que vous recevez tous. Très bel après-midi à tous et encore un grand merci Gilles. Salut à tous. Salut. Ciao. Au revoir tout le monde.